Bonjour, moi, mon nom est Maryse Lebel. Je suis présidente de la Chambre de commerce de Saint-Raymond depuis 1 an. Nous, notre difficulté, oui, on est un organisme avec des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent. Et notre réalité en communication, nous, avec notre communauté et les 4 villes qui nous entourent, a été vraiment de trouver le moyen de rejoindre les gens. On va reculer un petit peu dans les années dernières. Les gens se parlaient, s'impliquaient. Toute la pandémie a changé cette façon-là. Et maintenant, de rattraper les réseaux sociaux, bien, il y a certaines parties de la communauté, les plus âgées, qui n'ont pas suivi. Je me suis retrouvée face à des informations qu'on a envoyées des courriels. Les gens ne lisent plus, ils sont trop pleins de pourriels. C'est une réalité. On a amalgamé radio, un petit peu de télévision, les réseaux sociaux, notre site web. Et puis même des gens me disaient, ben oui, mais ça paraît de nulle part. Mais c'est rien parce que des fois, ils n'utilisent pas le même média que moi, j'essaie pour les approcher. Et on est un peu drôlement face à la situation de reprendre le téléphone et faire du one-to-one bénévolement pour que nos membres et futurs membres veulent bien s'annexer à nous. Et j'ai des jeunes que nous, on essaie d'approcher là, justement en les rencontrant, qui nous disent « Ah, c'est passé date, ça ne marche pas, il n'y a pas de communication », parce qu'ils ne veulent plus faire comme les anciennes méthodes que ce soit les optimistes, les chevaliers de colons, ou que là, les entreprises disent hey, « on s'en va tous déjeuner ensemble, on va savoir ce qui se passe dans le coin, peut-être tu peux m'aider ». Cet esprit-là de clocher, de communauté qui se donne main forte, n'existe vraiment quasiment plus avec les jeunes. C'est vraiment eux, leur réseau, leur milieu, leurs clients. Donc, de rallier ça, il va falloir s'étendre un peu plus avec les deux mentalités qui se côtoient, mais qu'il faut rassembler en quelque part, puis que nous, même les OBNL, qu'on puisse aller donner cette information-là, parce que nous, on n'est pas subventionnés. On essaie d'aller chercher des subventions, mais tu sais, c'est pas avec un maigre, des fois 2 000, 5 000, 10 000, qu'on peut réaliser et rassembler tout ce monde-là. Donc, moi, c'est mon défi. Et c'est un peu ce qu'on nous reproche. On n'est pas visible, on ne voit pas votre info, puis quand on l'envoie, les gens ne se présentent pas. Tout simplement, ils ne l'ont pas vu, il n'y a pas d'intérêt, on n'entend pas parler à la radio. Tu sais, je sais que Choc FM, entre autres, il y a eu des différentes communications par SR aussi. Ça n'a pas porté son fruit. Donc, il y a vraiment de quoi avec le public qu'il faut aller mettre en commun ensemble pour changer ça. Tout à fait. Merci. Merci. Oui, peut-être Philippe. Je suis content que je passe après vous parce que vous m'avez... Oui, bien, ce que vous décrivez là, puis ça rejoint un peu ce qu'on dit tout à l'heure, puis l'éternelle question de comment rejoindre les jeunes, puis tout. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espace public. C'est pas un public. C'est pas les gens. On n'est plus dans une approche de masse. Et ça, il faut le comprendre parce que ça a des choix importants, structurants dans les stratégies de communication qu'on veut mettre en place ou dans les stratégies de diffusion lorsqu'on est des diffuseurs de contenu aussi. Essayer de parler à tout le monde, c'est de parler à personne. Et ça a l'air convenu comme ça, là, mais on a encore nos réflexes de dire on va faire un communiqué de presse qui va être relayé par les médias, puis on va rejoindre les gens. Parce qu'il n'y a plus un public, il y a une fragmentation à la fois des publics, en fonction de leurs intérêts, en fonction des générations, en fonction de leur habitude de consommation de l'information aussi. Donc, il y a plusieurs espaces publics parallèles qui se côtoient, des gens qui vivent dans la même communauté, mais qui n'ont même pas la même vision du débat public qui a lieu, parce qu'ils n'ont pas la même information. Fait que si on rouvre tous et toutes Google ce matin, puis que je vous dis, cherchez Portneuf dans Google, l'Internet étant rendu personnalisé, on n'aura pas tous et toutes les mêmes résultats dans Google. Donc, comment on fait pour ramer tous dans la même direction si on ne sait pas, on n'a tous pas la même carte? T'sais, grosso modo, c'est ça. Puis, il y a la fragmentation des moyens. Et ça, pour les organisations autant médiatiques qu'institutionnelles, c'est un casse-tête. Il y a tellement de canaux, puis des canaux qui s'adressent à divers segments, à divers publics. Bien, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Puis,
c'est bon en choisir, mais il faut les animer. Puis il faut les animer de façon à coaliser des communautés ou à rejoindre des communautés existantes. Et donc là, il y a un défi énorme pour n'importe quelle organisation parce que ça demande de l'huile de bras puis du jus de cerveau. Et ça prend une professionnalisation qu'on prend un peu pour acquis parce qu'il y a encore le discours de les médias sociaux, ça parle aux jeunes. Si vous avez une page Facebook, là, vous ne parlez pas aux jeunes. Il n'y a plus de jeunes sur Facebook. Puis si vous avez une page Instagram, vous allez parler à certains jeunes. On va dire que je suis encore jeune, fait que vous allez me parler à moi, mettons. Puis si vous avez, puis là, vous n'avez plus le droit d'utiliser TikTok pour la plupart des institutions publiques. Donc, vous ne parlez plus aux jeunes. Parce que les jeunes sont sur TikTok. Puis les 3 plateformes que je viens de nommer demandent 3 types de contenus différents, ont chacun leurs règles de ciblage, de distribution de l'information. Certaines demandent maintenant que les publications soient commanditées, si vous voulez, être le moindrement efficaces. Alors, quand je dis que comme prof d'Uni, moi j'ai le beau rôle, c'est que moi j'étudie tout ça, mais je n'ai pas à gérer tout ça. Et le fait que maintenant ce soit difficile, puis que ce soit un peu, c'est un vrai labyrinthe communiqué, ce qui est pourtant le b.a.-ba de ce qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas de politique sans communication, il n'y a pas d'administration sans communication, mais communiquer aujourd'hui, c'est rendu compliqué. Et c'est là où ça crée des fossés de perception, d'information, des fossés de communication qui font en sorte qu'aujourd'hui, cet esprit de communauté-là, qui est importante et capitale pour n'importe quelle destinée, fait en sorte qu'on a de la misère à savoir ce qui se passe. On a de la misère à savoir ce qui se passe chez nous, parce que c'est plus facile de trouver de l'information sur ce qui se passe, oui, à Québec, à Montréal, mais c'est plus facile de savoir ce qui se passe. Tu sais, les élections américaines, là, hein, on est tous spécialistes, on sait qui mène dans tel État, qui a gagné la mairie de tel village. Ça, par exemple, c'est difficile à trouver. J'aurais quelque chose à dire là-dessus. Philippe, quand tu dis, là, les gens ne savent pas ce qui se passe, il y a des choses qui se passent, je veux dire, il y a plein d'informations qui sont communiquées. Ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Leur injecter dans le cerveau, leur mettre devant les yeux? Parce que ça revient un peu à ce que Mme Lebel disait tout à l'heure, là. Les gens ne l'ont pas su. Mais les plateformes sont là, les médias sont là, le message a passé, les gens ne l'ont pas su. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? je pense que c'est pour ça, justement, que ce serait intéressant de concentrer. Paradoxalement, pour pouvoir diffuser sur plusieurs plateformes, il faut avoir une force conjointe, là, justement, parce que, par exemple, une agence de presse ou un organisme qui serait financé par l'État pourrait engager quelqu'un qui, lui, sait quelle est la clientèle, pas TikTok, mais quelle est la clientèle Instagram, quelle est la clientèle, puis qui fasse la répartition, si je peux dire, en fonction des clientèles. Je pense que ça devient compliqué comme ça. Puis plus c'est compliqué, plus il faut unir nos forces pour être capable de réagir. Et il y a une réalité, pour continuer un petit peu dans le même sens, qui au niveau des plateformes comme Facebook et tous les réseaux sociaux, ces plateformes-là ont quand même été très habiles à nous faire croire qu'en passant par eux, on rejoignait la planète, alors que c'est un outil qui n'est pas fait pour diffuser votre information, il est fait pour que la personne à l'autre bout ait ce qui fait bien son affaire. Moi, j'ai beau avoir cliqué « j'aime », par exemple, on va prendre la ville de Saint-Raymond parce que Geneviève est avec nous, j'ai beau avoir cliqué « j'aime » sur la page Facebook de la ville de Saint-Raymond, mais si je vais jamais volontairement consulter les publications de la ville de Saint-Raymond et cliquer « j'aime » ou les partager, à un moment donné, même si je fais partie des X 1000 abonnés de cette page-là, je ne verrai jamais ces publications. Et en fin de semaine, j'étais à Sudbury et au bout de, je pense que ça faisait peut-être 2 heures que j'étais dans la municipalité, j'ai commencé à ouvrir mon Facebook et j'avais un autre Facebook. Je commençais à avoir des trucs du gouvernement de l'Ontario, je commençais à avoir des annonces et des nouvelles qui n'ont rien à voir avec mon environnement Facebook habituel, parce que mon appareil me géolocalisait dans le nord de l'Ontario, ce qui fait que même si je suis membre de la page Facebook, par exemple, de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, je pense que je voyais plus de trucs de la Chambre de commerce de Sudbury qui avait été... Et encore là, si j'avais passé 4 jours de plus à Sudbury, plusieurs de ces publications-là auraient commencé à disparaître parce que là, j'ai vu ce qu'ils commanditait, c'est-à-dire ce qu'ils avaient payé à Facebook pour que je voie. Mais à partir du moment où je n'alimente pas, c'est-à-dire je ne vais pas cliquer sur la page de la Chambre de commerce de Sudbury, que je ne vais pas cliquer sur la page du ministère des Transports de l'Ontario et commencer à partager, à cliquer, l'algorithme va faire qu'à un moment donné, ça
j'habiterais à Sudbury et ça disparaîtrait de mon profil, parce que là, mon profil se réajusterait selon mes préférences. Et c'est toute cette façon de fonctionner-là des réseaux sociaux qui font que les gens, de plus en plus, qui prennent un choix qui, je trouve, plate. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a une éducation, quelque chose qu'on pourrait faire comme ça, pour ça, mais il y a une grande partie de la population qui prennent comme l'espèce de choix que leur contact avec l'actualité et l'environnement, c'est les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont un peu faits selon leur goût, ce qui fait qu'ils échappent plein d'informations qui peut-être les intéresseraient, mais pour toutes sortes de raisons, et pas passer dans leur fil. Là. Et ça, il faut le comprendre. Oui. Là, il est 10h28. Est-ce qu'on devrait prendre une petite pause de 15 minutes? Non, Puis revenir? Vous voulez, OK, peut-être quelques minutes? Oui, j'avais juste une petite réflexion à vous faire, puis ça va peut-être rejoindre ce que Geneviève disait tantôt. On n'est plus beaucoup, nous autres, en communication, qui s'occupent d'un organisme. C'est rendu des postes. D'ailleurs, au mois de décembre, j'ai été coupé dans un autre organisme. Mais là, je suis rendu avec 3 clientèles qu'on parle beaucoup aujourd'hui. Les jeunes, les immigrants et les aînés. j'ai un beau combo, effectivement. Les communications, c'est tout un défi. Je ne parle pas aux jeunes de la même façon que je parle aux immigrants, puis surtout pas aux aînés. Moi, ma question, c'est que souvent, quand on est agent de communication, on se pose la question, là, comment je fais pour rentrer dans les médias? Hein, comment je fais pour que mon message passe? Et des fois, j'ai l'impression que c'est un mur. Hein, des fois, j'ai l'impression que c'est difficile. Surtout à Québec. Là, je ne parle pas de Québec, hein, c'est encore pire. Ça, c'est comme envoyer une bouteille d'eau à la mer. Là, on prend une chance, puis des fois, ça marche. Mais effectivement, je pense qu'il y a c'est une petite réflexion que je vous lance, mais il faudrait nous faciliter les choses aussi aux gens qui sont en relations publiques, qui essaient d'envoyer de l'information, de nous dire, bon, ben là, telle date, là, envoyez vos affaires, essayez de nous donner de l'information du milieu. Ça nous aiderait beaucoup à faciliter la job de tout le monde, puis peut-être que l'information déjà circulerait mieux. Parce qu'effectivement, en organisme, là, quand on est tout seul, souvent des bénévoles, ben, on fait notre possible, mais on va à la facilité. Hein. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est la facilité. Tu t'inscris, tu fais ton profil, that's it, c'est parti. Hein? Fait que c'est sûr que réseauter, vous mettre ensemble, mais tu sais, aussi créer un canal de communication qu'on serait capable de... Ça serait clair, net et précis où on va, tout simplement. Katia Desgranges, directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Moi, j'irais ajouter qu'il y a d'autres réseaux aussi, là, comme Snapchat ou BeReal, qui est utilisé par les jeunes. Et c'est presque la même chose. C'est du feed aussi. Là. Mais ce que je constate chez les jeunes, c'est qu'en fait, ils ne vont pas chercher de l'information. Ils ne sont pas curieux parce qu'ils se font gaver. OK? Alors, tu dis, un jeune, il a accès à tout aujourd'hui, il peut tout savoir. Là, je parle des jeunes adolescents, mettons. Ils peuvent tout savoir, mais ils n'ont pas la curiosité de se renseigner. Ils se font nourrir de n'importe quelle connerie. Bien, pas juste, là, mais je veux dire, quand tu vas sur TikTok, c'est facile de se perdre, puis tu as appris quoi dans ta journée? Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Fait que si on est sur ça, il faut le rendre ludique, il faut le rendre intéressant pour que cette clientèle-là accroche dessus, sinon ils vont passer. Tout à fait. Oui. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'étape de pistes de solutions, d'idées, en fait, pour être en mesure peut-être d'améliorer la circulation d'informations à partir des problématiques que nous avons vécues, que nous vivons, que nous connaissons à partir de notre panel. Quelles solutions on devrait y apporter ou y a-t-il justement des pistes qu'on peut explorer pour être en mesure justement de mieux nous définir en termes de territoire de diffusion de l'information? Moi, je vous dirais que je réfléchis à ça depuis plusieurs années. J'ai près d'une quarantaine d'années de métier en milieu rural. Alors, j'ai vraiment vécu une carrière en milieu rural toute ma vie. J'ai même refusé d'aller en milieu urbain, justement, parce que j'ai toujours aimé le milieu rural. Je trouve que la qualité de vie, elle est excellente, même si les salaires sont bas. J'ai l'impression d'avoir vécu dans l'abondance toute ma vie, avec des gens du milieu, parce que le travail de journaliste, c'est un travail de terrain, premièrement. Aujourd'hui, la technologie permet de faire des choses à distance, mais on manque beaucoup de choses quand on ne rencontre pas les gens.
Quand on fait une entrevue à distance par visioconférence, quand on rencontre quelqu'un droit dans les yeux puis qu'on lui parle, c'est très différent aussi. Et ça, moi, j'ai vécu ça, en fait, toute ma vie. Là, j'ai vécu un peu depuis les dernières années. Peut-être pour vous dire un peu, pour vous situer un peu dans ma carrière, moi, j'ai fait une carrière d'athlète élite en badminton. J'étais médaillé d'or Jeux du Canada en 1979. J'étais entraîneur professionnel aussi en badminton jusqu'en... Je ne me souviens plus des années, en tout cas. Et par la suite, justement, après cette carrière, j'avais 29 ans, en fait, quand j'ai terminé ma carrière d'athlète et d'entraîneur. Et par la suite, j'ai pris un petit cours au CART, le Collège d'animateurs radio-télévision à Québec, qui est une initiation, en fait, au métier d'animateur radio et de journalisme aussi. Et ça m'a permis d'avoir un premier travail à CFLS, à la radio CFLS de Lévis. Alors, j'ai connu un peu une salle de nouvelles où il y avait des journalistes. Les derniers, c'était probablement la dernière station quasiment, là, CFLS, où il y avait encore des journalistes, mais tu avais CJRP, puis tu avais aussi quand même CHRC. Mais j'ai connu, en fait, le fait de travailler en équipe pour la radio, avec un directeur d'information, avec un journaliste des faits divers, puis sport et tout. Et par la suite, la station a fermé. CFLS a fermé, mais s'ouvrait une station à Montmagny, le 102.1, et on m'a appelé pour me demander si je voulais être directeur d'information. Journaliste là-bas, j'ai dit « Ouh, c'est loin », parce que j'étais à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Mais quand même, je suis allé là, puis je suis tombé en amour avec la région et la radio, alors j'ai décidé de rester là pendant 17 ans. Alors j'ai été quand même 17 ans sur le terrain à couvrir le territoire de Montmagny, Lillet, Bellechasse. Par la suite, la station a fermé, comme CFLS. Un an avant, en fait, j'ai quitté mon poste de journaliste. Et je suis venu ici dans Portneuf, sur la terre familiale, justement, qu'on a depuis tant d'années. Alors, ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis à temps plein ici dans Portneuf. J'ai travaillé quelques mois aussi à Rivière-du-Loup, aux 2 stations de radio de Rivière-du-Loup, où j'étais journaliste le matin et j'avais l'émission de l'après-midi aussi à la radio. Alors, mais j'ai toujours maintenu, je vous dirais, mon travail de journaliste. J'ai toujours joué le livre. Dans mes textes, là, il n'y a pas de qualificatif. Je donne la nouvelle, that's it. Puis c'est drôle parce que les gens, quand je suis arrivé ici, même à Rivière-du-Loup ou à Montmagny, les gens me disaient « Michel, toi, tu es un vrai journaliste. » Je savais pourquoi. Parce que je ne donne pas mon opinion. Je ne donne pas mon opinion, puis je ne donne pas de qualificatif. Mais je vais demander à quelqu'un de donner son opinion par rapport à la nouvelle. Tu sais, il y a comme un traitement à faire. Tout. Mais moi, je m'engageais à écrire ou à dire qui, quand, quoi, comment et pourquoi. Puis le comment et pourquoi, des fois, c'est long. Des fois, il faut exiger même d'avoir l'information, mais c'est ces deux façons-là. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on manque. En tout cas, les nouvelles sont de moins en moins complètes parce que c'est long faire des nouvelles. Tu sais, j'écoutais justement le président de la FPGQ provincial, qui donnait des chiffres, comment ça coûtait faire une nouvelle, comment ça coûtait faire un reportage, comment ça coûtait. C'est quand même des sous. Là. Puis là, on parle des grands médias, justement, comme Le Soleil ou la presse à Montréal ou Le Devoir. Tu sais, c'est du travail, faire un billet, Je vois Aubert, justement, qui a commencé à faire des textes aussi pour l'infolettre. C'est du travail. Faire un petit texte, un petit 3 phrases, là. Il faut que tu répondes à ces 5 questions-là. Sinon, ta nouvelle n'est pas complète. Alors, moi, en tout cas, c'était mon dada tout le temps et j'ai toujours maintenu ça. Et aussi, j'ai toujours maintenu l'indépendance journalistique. J'ai toujours été journaliste indépendant. En 40 ans de carrière, j'ai été plus longtemps journaliste indépendant que journaliste employé. Parce que je voulais garder mon indépendance. Lorsque le monde de la publicité venait me voir pour me demander si je voulais faire de la publicité ou des promotions, je disais non. Je disais, à cause de ça, parce que je veux maintenir la crédibilité. Moi, je pense que le journaliste devrait être un travailleur autonome. Moi, j'ai mon beau-frère qui est médecin. Puis, lui, c'est un travailleur autonome qui facture à la RAMQ. Et il prend le temps de faire son travail, puis bon. Je pense que le journaliste aussi devrait être un travailleur autonome qui facture à un fonds public et privé. Ce fonds public et privé, c'est un peu comme la RAMQ, mais ce soit aussi géré, si on veut, par une agence de presse. En fait, une agence de presse, pour moi, c'est un regroupement de journalistes indépendants qui s'engagent à fournir l'information adéquate d'un territoire donné. Alors, soit sur
le format écrit, soit sur le format audio ou le format audiovisuel, comme la télévision ou sur le web. En tout cas, moi, je pense que c'est juste le fait d'être journaliste autonome et indépendant. Pour la population aussi, ça permet de dire que, bon, lui est indépendant. Il n'est pas pris avec le monde de la publicité. Je ne suis pas pris. Puis combien de fois à la radio, justement, j'ai été pris avec le service des publicités, puis le service des promotions. Hey, tu dois faire telle affaire, telle affaire. Je dis non, je ne peux pas. Gardons ça, gardons cette structure-là, parce que moi, je veux maintenir ma crédibilité. Et la seule façon que moi, j'ai trouvé, en tout cas dans ma pratique, c'était d'être autonome et indépendant. Et évidemment, quand on voit aujourd'hui, on en a parlé justement, c'est que je crois, puis ça fait des années que je crois, j'étais à Montmagny-Lillet, puis je disais même, y a-t-il quelqu'un de la voie agricole? Non, je dis OK. J'étais à Montmagny, puis je disais qu'on devrait faire du mix média. Tu sais, la radio, ben, le journal, tout ça, ben, tu sais, tout le monde se battait pour avoir la publicité, puis personne n'arrivait à vivre comme du monde. Je dis, pourquoi on ne faisait pas du mix média? On est complémentaires. Le papier offre des choses, la radio offre des choses, la TV offre des choses aussi, a ses particularités. Alors pourquoi? Et aujourd'hui, justement, c'est ce qui est intéressant. Moi, dans ma pratique, je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que je sache écrire en français, avec un bon français pour pouvoir le publier, mais je dois aussi bien le dire. Lire une nouvelle à la radio aussi, c'est un monde. Il y a des gens qui s'improvisent, mais tu ne t'improvises pas, lecteur de nouvelles. Tu ne t'improvises pas, reporter. Même à la télévision, c'est la même chose. Comment être capable de présenter un bulletin de nouvelles à la télé, sur vidéo. Alors, ce sont des... Moi, en tout cas, c'est peut-être le fait que j'adore la compétition, puis j'ai fait la compétition sportive dans ma vie, mais pour moi, le journaliste, c'était aussi une compétition. Il fallait que je m'améliore dans à peu près tous les secteurs d'activité. Puis je me servais des autres aussi comme émulation. Je pense qu'on doit apprendre des autres pour s'améliorer tout le temps. En tout cas, c'est un peu ma façon de faire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, justement, pour être en mesure, puis dans Port-Neuf, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est très bien équipé. On a une radio, on a du papier, on a du web, puis on a une télévision traditionnelle. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de régions qui ont ça. On a ça, là, actuellement, dans notre territoire. Alors, comment être capable d'être complémentaires? En fait, l'idée, c'est d'être vraiment complémentaire. Je regarde le journal. C'est le fun, dans le journal, de lire un bon texte. Il y a de la profondeur, il y a de l'analyse. Une fois par semaine, il peut y avoir... Là, il y a à peu près 6-7 textes pour 24 pages dans le Courrier de Port-Neuf. Il y a 3 journalistes. 3 journalistes pour 7 nouvelles par semaine. En tout cas, moi, j'en faisais 3-4 par jour quand j'étais à la radio. C'est juste pour dire que les journalistes qui sont actuellement au Courrier de Port-Neuf, il faut qu'ils fassent du public-reportage. Mais quand tu fais du public-reportage, tu ne t'occupes pas de l'actualité. Tu ne t'occupes pas de l'actualité. C'est ça le problème. Fait qu'on a, mettons, 4-5 journalistes dans Port-Neuf qui travaillent à temps plein, mais je ne sais pas combien d'heures. On ne me l'a pas dit nécessairement, mais il y a plusieurs heures qui sont consacrées au public-reportage. Bon, c'est comme ça. Puis je comprends, parce que pour le média, il faut qu'il paye son journaliste, puis le journaliste, il faut qu'il gagne son salaire aussi. Mais sauf qu'on se retrouve dans un cul-de-sac où, là, finalement, le journaliste ne se fait plus. Alors, il n'y a plus le travail justement de cueillir sur le terrain. Juste le fait, puis aujourd'hui, on ne se promène plus. Moi, en tout cas, j'ai assisté à des réunions. Dans le fond, ma vie de terrain comme journaliste, c'est là que tu vas chercher la nouvelle. C'est avec les gens, c'est en rencontrant les gens qui te disent « Hey, telle affaire, ah, ouais, tu prends une note, parfait, ça fait de la bonne nouvelle. » Et c'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins de travail de terrain. Alors, je pense qu'il faut absolument détacher le journalisme du monde de la promotion et de la publicité. Je pense que il ne faut plus non plus que le journalisme soit une game d'affaires. La game d'affaires, là, dans le fond, c'est que plus ton texte est spectaculaire, plus il va être lu, plus ça va être payant pour le commerçant qui paye. Tu sais, le monde du spectacle, moi, j'ai vu l'arrivée, en 40 ans, j'ai vu l'arrivée de l'infospectacle. On appelle ça l'infobuzz. On a éliminé les journalistes, on a mis des animateurs de nouvelles pour faire un spectacle avec la nouvelle. Fait que tu as un journaliste qui crée une nouvelle, puis tu as les autres médias qui font un choix avec pendant une semaine de temps. Puis l'animateur de nouvelles, il va faire 300 000 $. Le journaliste, il a fait son 100 $ pour le texte, ou peu importe. Là.
Fait que finalement, c'est pas intéressant de faire du journalisme à ce moment-là. C'est comme si tu prends le temps, tu peux prendre tant d'heures pour écrire un petit texte. Ça t'a rapporté tant, puis l'animateur ou bien le chroniqueur, ou bien peu importe, l'autre, l'influenceur, il va se servir de ton texte pour faire un show, puis ça va être payant pour lui, parce que le commerçant, lui... Alors, il ne faut pas que la nouvelle soit un spectacle. Une nouvelle, là, c'est une nouvelle. Tu sais, dans le fond, le médecin, lui, il est là pour soigner, mais le journaliste, il est là pour informer. Il n'est pas là pour faire un spectacle. Selon moi, il n'est pas là pour faire un spectacle. Et c'est là une des grandes problématiques aussi que les citoyens se sont aperçus. Effectivement, c'est que le spectacle, il était pour le commerçant, mais pas nécessairement pour l'information, pour la qualité de l'information. Alors, ce qui fait qu'à travers tout ça, bien, je me dis qu'un fond, un peu comme le médecin, justement, c'est que tu sois libre, les produits que tu fais, l'acte journalistique, c'est un acte, en fait, comme un médecin. C'est-à-dire, quand je produis une nouvelle, je produis un reportage, ou tu peux faire un documentaire, ou peu importe, mais ça demeure un acte professionnel. Et aujourd'hui, ben, c'est ça, on n'a comme pas le temps de pratiquer ce métier-là. Donc, le regroupement de journalistes, moi j'estime à peu près dans Portneuf, là, pour avoir expérimenté la télé, puis la radio, puis le web, je pense que 4 à 5 journalistes là, à temps plein dans une région comme Portneuf, Jacques-Cartier, puis des journalistes sont capables d'écrire, sont capables de parler, puis sont capables de se présenter à la TV, on est capable de fournir en masse là, le territoire. Puis pour le média, bien, ça devient intéressant parce qu'il n'y a pas à s'occuper de la nouvelle. Il n'y a pas à s'occuper de ça. Qui se concentre, la radio, le journal, se concentre pour dynamiser le milieu économique. La publicité, la promotion, tu te concentres sur animer. Je regarde la radio, ils peuvent se concentrer tu es sur le terrain, tu animes le milieu, tu divertis, tu as de la musique, tu as des entrevues, tu peux développer. Mais tout ce qui tourne autour de la nouvelle, bien, tu laisses ça justement à la firme d'ingénieurs. On pourrait se concentrer sur des trucs culturels. Là. Il y a des ressources présentement qu'on affecte. Si on avait une agence de presse locale, qu'on irait chercher l'information, on pourrait prendre ces sommes-là puis les envoyer sur des choses plus culturelles, des couvertures d'événements. Exactement. Et prenons juste le fait, moi, parce que j'ai couvert des inondations, j'ai couvert des incendies mortels, j'ai couvert des accidents mortels, j'ai couvert des événements tragiques, déraillements de train à Montmagny. C'est comme si pour moi, mettons, pour moi, c'était normal que s'il se passait quelque chose, j'allais prendre mon micro, mon marin, mon sonnier, puis j'allais sur place, puis je faisais un reportage en direct à la radio. Mais aujourd'hui, on peut faire du reportage en direct à la radio, à la télé et sur le web. Pour un journaliste, là, quand tu t'en vas sur place, bien, il peut faire son reportage. Et aujourd'hui, on n'a plus cette équipe-là. On n'a plus de journalistes de terrain qui vont couvrir des événements majeurs. Puis quand on regarde avec les changements climatiques, bien, on subit justement, un climat qui est très différent. Et on risque d'avoir davantage peut-être de problèmes. Mais ça nous prend. Moi, je suis content de savoir qu'il y a des journalistes qui sont là pour m'informer rapidement s'il se passe quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Fait que là, il se passe un paquet de rumeurs. Je regarde juste au niveau des inondations. Tu sais, c'est un bon exemple, les inondations ou les feux qu'on a eus. Et je parlais avec l'ancien directeur du service des incendies à Saint-Raymond, justement, puis lui, il dit, à cette heure, mais quand il se passe de quoi, il y a un paquet de rumeurs qui circulent. La vérité n'est pas là, tu sais. Et non, c'est sûr, les gens, c'est pas des journalistes. Mais quand tu es journaliste, tu te dois de dire la vérité. Tu t'informes, tu fais partie, en fait, de la crise. Le journalisme, moi, quand j'ai pratiqué, surtout à Montmagny-Lillet, j'avais une excellente collaboration avec les policiers. On s'appelait à tous les matins, puis on se parlait, puis on pouvait suivre l'actualité des faits divers à tous les jours. Mais lorsqu'il y avait des événements importants, bien, on était ensemble. Et dans le fond, ici, quand je travaillais pour CJSR, c'est la place centrale de crise. Et j'arrivais ici avec les policiers, avec les élus, puis on s'organise, puis ma job, c'est d'informer la population sur ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors, il y a beaucoup de prévention à faire. Tu sais, je parlais avec, mais ici, on est des gens des assurances. Mais tu sais, en assurance, là, plus l'information circule bien, plus tu peux faire la prévention, plus tu peux éviter bien des dégâts. Tu sais, puis je dirais, dans la création d'un fonds public et privé,
le milieu de l'assurance pourrait peut-être investir dans ce fonds-là. Moi, je pense que le fonds public, ça devrait être une organisation sans but lucratif où les gens peuvent donner des dons pour pouvoir avoir un reçu d'impôt. Ça serait possible, en tout cas, d'avoir une gestion, mais qui soit carrément indépendante. Carrément indépendante. Il faut que puis l'agence de presse, ben lui, en fait, les journalistes de l'agence de presse facturent à l'agence de presse, qui, lui, est financé par le fonds. Alors, dans le fond, ça peut être le gouvernement, ça peut être les médias, ça peut être le don du public, ça peut être peu importe l'organisation. On met un pot dans le fond régional qui va servir exclusivement à la production d'informations locales et régionales par des journalistes qui sont accrédités par la FPJQ. Moi, je pense que l'organisation de la FPJQ, elle est là et elle devrait prendre de plus en plus de place dans l'organisation de la nouvelle. Il doit avoir une façon de pouvoir identifier correctement les journalistes pour pas que ce soit n'importe qui se réveille un matin que tout à coup il est journaliste puis il dit moi j'ai droit à 75$ dans le fond mais j'ai écrit une nouvelle cet après-midi. Exactement. Je travaillais pour la voirie hier, mais là, matin, j'ai décidé que j'avais une belle plume. Non, c'est ça, exactement. Alors, il faut faire appel, justement, à des journalistes professionnels qui savent, le qui, quand, quoi, comment, pourquoi, qui sont capables de le faire. Capable d'écrire. Alors, ou avoir un système de contrôle, si je peux dire, central, parce que si on professionnalise la profession, on limite, justement, puis dans notre région, on aurait besoin de correspondants dans chacune des municipalités. Fait que s'il faut qu'ils soient accrédités, puis qu'on n'aura pas beaucoup de candidats, alors que si tu ouvres, au contraire, je comprends que c'est tout un débat, là, entre le journalisme citoyen puis le journalisme professionnel. Moi, je penche plus vers le journalisme citoyen, personnellement. Mais il faut qu'il y ait un contrôle à quelque part. Puis dans l'agence de presse, il faut avoir un système de contrôle. Ça, c'est une nouvelle. Oui, tu manques de sources, mon gars. Là. Retourne à ton travail. Exactement. Mais je pense que dans un système bien financé, l'agence de presse, qui aurait un journaliste professionnel à sa tête, qui fait affaire à un moment donné avec des journalistes citoyens dans certains secteurs, pourrait, lui, comme journaliste, quand il a demandé au fond le montant, inclure les sommes pour ce on pourrait appeler ses informateurs. De dire, tu sais, il y a une partie du montant, mettons, j'ai demandé X là, pour l'année, mais il y a une partie du montant là-dessus, c'est pour payer le 50$ de mon informateur à Saint-Casimir, qu'une fois par semaine me donne les informations de ce qui se passe sur place. Là. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une façon de fonctionner comme ça pour que vraiment, ça soit des professionnels bien attitrés qui ont accès au fonds, mais qu'eux aient une souplesse de répartition par la suite pour aller chercher ce qu'ils ont besoin comme information. Oui. Mais moi, j'aime bien ton analogie avec la santé, avec les médecins, par contre, parce qu'effectivement, on parle de santé sociale, là, avec l'information. Fait qu'on pourrait très bien dire, le gouvernement décide de garder la santé sociale en finançant des agences de presse dans chaque région du Québec, par exemple. Bien, le Collège des médecins... mais pas à l'acte. Trame là-dessus un peu, c'est de protéger la population, de protéger le public par de la médecine de qualité. En fait, le Collège des médecins fonctionne avec ce thème-là. En fait, c'est de protéger le public par la médecine de qualité. Moi, je pense que le journaliste a la même affaire aussi. Bien, ça ressemble. C'est protéger le public par de l'information de qualité. C'est en plein ça. Parce qu'il faut protéger justement le public de tout ce qui tourne autour des fausses informations et tout. Alors, ça prend quand même une rigueur importante. Et il faut que le citoyen aussi, quand il lit un texte écrit ou entendu écrit ou dit par un journaliste, bien, qu'il se dit, bien, lui, au moins, il a fait la démarche journalistique, il a vérifié. C'est ça. Il a vérifié. La question, c'est ça. Et au niveau des fonds, il y a aussi une très bonne réflexion à avoir sur nos sociétés d'État. Je vais vous donner un exemple fort simple et précis. Le gouvernement fédéral finance Radio-Canada. Radio-Canada, présentement, un radiodiffuseur voudrait s'abonner à leur salle de presse. On ne peut pas.
Moi, je paye 6 000 $ par année à la Presse canadienne. Je suis bien content, mais j'ai peut-être si j'étais dans un marché où il y a deux stations... techniquement, je suis dans un marché où il y a 2 stations de radio, mais bon, ça sera une longue histoire. Moi aussi, je la cherche, la deuxième, et plus à Sainte-Foy. Mais si je suis dans un marché où il y a 2 stations de radio qui sont en compétition, on veut peut-être avoir une agence de presse différente. Là. Fait que moi, je pourrais être sur la Presse canadienne, puis l'autre sur Radio-Canada, ou vice-versa. Et je paye 6 000 $ présentement à la Presse canadienne pour être abonné. Combien Radio-Canada coûte 6 000 $ aurait d'abonnés, puis qu'il pourrait avoir moins d'argent gouvernemental qui, elle, serait redistribuée dans autre chose, parce qu'il y aurait des radios privées ou des télévisions privées qui seraient abonnées à Radio-Canada. Quand l'entente de 50 ans avec CKTM Trois-Rivières et CKSH Sherbrooke s'est terminée pour la télévision, Radio-Canada n'a pas voulu renouveler. Ils ont carrément dit à Cogeco, regarde, soit tu nous vends tes licences ou garde-la, puis organise-toi avec, tu vas avoir du fun. C'est sûr que le CRTC va nous redonner des licences parce que c'est dans la loi canadienne que Radio-Canada ait son antenne localement. Donc, Cogeco a dit, OK, c'est correct, achète-la puis part avec. Puis CKTM et CKSH sont devenus des vrais télé Radio-Canada, non pas des affiliés. Mais j'ai un peu de difficulté à ce qu'on ait fait ça avec la structure de Radio-Canada, c'est qu'on l'ait rendu, c'est financé par les Canadiens, mais c'est pas ouvert. Et il y a de très bons journalistes internationaux à Radio-Canada que moi, j'aimerais ça être abonné, les entendre, faire des entrevues avec, puis avoir leurs nouvelles. Hein? Et il y a un problème au niveau du financement de Radio-Canada, selon moi. Ça ne devrait pas être financé comme ça. Il y a des sommes qui pourraient être utilisées ailleurs dans la machine qui seraient beaucoup plus utiles. Bien, il pourrait y avoir des ententes, oui, Philippe. Il pourrait y avoir des ententes avec autant la presse canadienne que Radio-Canada, puis que des agences de presse rurales aussi, en milieu rural. Et ça peut être des ententes, ça. Moi, dans mon bulletin de nouvelles, mettons, que je faisais à la radio, ou qu'on fait, on peut peut-être intégrer, justement, quelques nouvelles nationales et internationales. Je le faisais avec... si j'avais une nouvelle locale, puis j'avais une nouvelle... Il pourrait y avoir des ententes avec la presse canadienne, où, par exemple, au niveau de l'information, par exemple, si tu me fournis un bulletin audio enregistré, je vais donner l'exemple de Choc FM, que tu puisses inclure à ce moment-là les nouvelles de la presse canadienne. Ça. Et que la presse canadienne, en contrepartie, puisse profiter de certaines nouvelles que tu fais localement, que tu les envoies là-bas. Et là, il y a une entente qui se fait à ce niveau-là. Comme le Soleil pourrait utiliser l'agence de presse, par exemple, lors d'événements majeurs, tu sais. Imagine l'information qui viendrait de partout de ces agences de presse-là. Même centralement, on s'en servirait abondamment. Nous, je vous parlais de l'IGL en début de rencontre. Nous, on peut, par la bande, passer une IGL du devoir, par exemple, parce qu'ils ont quelqu'un spécialisé, je crois que c'est affaires autochtones, et on peut techniquement le publier. Alors, tu vois, parce que c'est supra, et c'est au-dessus des gardes de clocher dont on parlait aussi, puis effectivement, IGL, je reviens, moi, j'ai 3 courts points là, que j'observe dans la proposition de Michel. La question de l'autonomie aussi, on parlait de financement, mais justement, l'IGL, c'est fédéral, c'est administré par la presse canadienne. Justement pour pas que le gouvernement du Canada fasse un chèque à une entreprise de presse. Et moi, côté, dans les coops, nous, quand on parle d'une bonne histoire, une bonne histoire est bonne partout. Qu'elle se passe, peu importe le territoire que pourrait, par exemple, être couvert si tu avais 4 à 5 journalistes pour tout le grand territoire, d'être capable d'accepter aussi que, ben oui, ça se passe à Neuville, mais il y a une résonance ailleurs. Et ça, c'est de dire, je le disais parce qu'avec les coops de l'information, parfois, on est les premiers je vous donnais l'exemple d'un spectacle où là, chacun voudrait sa couleur locale à tout prix, mais d'accepter d'être, regarde, on parle de la région, oui, notre exemple, là, on vit, que ce soit sur, je ne sais pas moi, la qualité de l'eau. Là, vous avez très précisément un exemple de puits. Bien, il faut qu'il demeure l'exemple qui va servir à tout le monde. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose il y a encore un changement de mentalité parce que dans l'hyper-local, on veut entendre parler de chez nous. C'est extrêmement important. Et pour certaines histoires, il faut accepter de laisser aller un peu pour permettre que, ben voilà, on ne soit pas encore là, 5 à faire la même affaire. Mais là, en même temps, ça peut être le rôle du diffuseur d'aller chercher cet élément aussi complémentaire. L'élément complémentaire de diffuser la nouvelle de l'agence de presse. On a su que, je ne sais pas moi, tel spectacle, monsieur Chose là, de Neuville a fait telle affaire, puis là, on l'amène, puis on discute autour de la nouvelle qui a été factuelle, fournie par l'agence de presse. Et on l'adapte. On l'adapte dans la section de commentaires dont on évoquait
La suite dans les idées, Michel Cloutier, mine de rien. C'est beaucoup, on sent cette idée-là là, de parler de diffusion versus, effectivement, production à proprement parler d'infos factuelles. Rapidement, les critères d'entrée, je pense que Michel le disait, s'il y avait des instances, si l'adhésion. D'abord, moi, je suis à la Fédération professionnelle des journalistes. Depuis 2007, j'ai siégé au national, maintenant toujours au régional. C'est sûr que ça reste, il y a un branding. Moi, c'est le troisième point que je voulais aborder avec vous, la crédibilité, ce saut de crédibilité, parce que les gens qui auront donné, au fond, il ne faut pas qu'ils reviennent. J'ai donné, vous ne parlez pas de moi, toute cette crainte de contrepartie. On le vit au coop de l'information aussi. On a obtenu là, le statut d'organisation de journalisme OJE, journalisme enregistré, organisation de journalistes enregistrés qui permet d'émettre des crédits d'impôt. Et là, on va lancer sous peu les fondations pour un fonds un peu comme les Amis du Devoir, un fonds autonome qui n'est pas relié aux abonnements, qui est vraiment pour la démocratie, en fait, pour l'idée de contribuer à un média. Et la presse a un grand succès avec ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Et la presse a ce statut d'OJE. Mais c'est ça, il y a du travail aussi auprès du public. On a parlé, ça a teinté beaucoup nos échanges, la crise de confiance. À un moment donné, il faut aussi s'assurer puis l'expliquer aux gens. Que c'est pas parce que tu donnes qu'on va parler de toi, puis que si on en parle, on va en parler en bien, parce qu'on est des journalistes. Et le public, de dire, c'est pas parce qu'on reçoit ces sous-là qu'on est à la solde de ces donateurs. Tout le monde va y gagner si on est capable de bien mettre ses balises. Et la notion de protéger le public en fait partie pour moi. Et de créer même ultimement une image de marque avec ça. Hein. On dit tantôt, même les gens qui ne sont pas journalistes, on dit la presse canadienne. Ça fait 150 ans que c'était NTR, hein, le réseau. Ouais. C'est encore le volet. Ça a été longtemps le grand correspondant du Canada dans les conflits internationaux, l'agence France-Presse. Les gens connaissent. Alors, image de marque, branding, pour employer l'expression, je pense qu'il faudrait éventuellement que ça ait un nom qui porte, qu'on sente que c'est quoi cette patente-là, parce qu'on a toujours un travail d'information et de vulgarisation à faire auprès du public. C'est sûr. Oui, Philippe? Je pense que Valérie met le doigt sur quelque chose qui pourrait permettre de créer plus de contenu sans créer plus de bruit. Parce qu'il y a là aussi l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, grâce à ça, tout le monde est un créateur de contenu. Ouais. On fait vidéo, audio, photo, sans être professionnel, parce qu'on n'a plus besoin d'être professionnel. Puis, les journalistes, comme tous les autres travails de courtier, des courtiers d'information, c'est comme, moi, j'ai jamais utilisé dans ma vie une agence de voyage, parce que j'ai pas besoin que quelqu'un fasse une recherche dans Google Flight à ma place. T'sais. Et on en est venu à penser que comme moi, je peux produire du contenu, puis comme j'ai accès à tout sur Internet, et là, vous voyez les immenses guillemets que je mets, mais donc pourquoi j'aurais besoin que quelqu'un d'autre me dise quoi faire ou quoi penser ou quoi savoir? Et ça, c'est un biais qu'on a, là, puis on a besoin que d'autres personnes fassent ça à temps plein, parce qu'on n'est pas tous équipés ou outillés, ou on n'a pas tous le temps de faire le travail essentiel que les journalistes font, mais on a l'impression qu'on peut le faire. Puis on a l'impression qu'on peut créer du contenu. Donc, si on crée une nouvelle structure avec des journalistes professionnels qui vont faire circuler de l'information, qui vont emmener de l'eau au moulin, bien, il faut aussi accoler à cette nouvelle structure-là une marque forte. Parce qu'aujourd'hui, avant de consommer du contenu, on consomme la marque qui crée ce contenu-là. Tout à fait. Ouais, une nouvelle, elle se retrouve un peu partout. Mais pourquoi on va lire une nouvelle dans Le Soleil ou à Radio-Canada ou dans un média local? C'est parce qu'on a un attachement envers cette marque-là, puis parce que cette marque-là nous dit que c'est crédible. Et on devient loyaux aux marques d'information, comme on est loyaux à nos marques de téléphone, à nos marques de boissons énergisantes, à nos marques de café. Puis c'est un peu, encore une fois, je ne suis pas un apôtre de la bonne nouvelle ce matin, mais on consomme notre information comme on consomme plein d'autres biens de consommation, parce que dans notre société, bien, c'est devenu un bien de consommation parmi d'autres. Ou du moins, la logique économique s'applique. Fait que si on est capable d'associer
une marque crédible, une espèce de sceau papal qui nous dit, bien, ce qui est produit par cette organisation-là, ça vaut la peine d'être lu, puis que les gens s'identifient et ils voient un sens à consommer ce contenu-là. Là, on est dans quelque chose de gagnant. Puis j'irais même encore un peu plus loin. Puis je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est une tendance. C'est qu'aujourd'hui, la marque elle est plus institutionnelle. Les journalistes ont leur propre marque. Lire Valérie Gaudreau dans Le Soleil, on sait ce qu'on va lire. T'sais, on s'est associé à quelque chose. Écouter Sébastien Bovet nous parler de la politique québécoise, c'est pas écouter un autre journaliste nous parler de la politique québécoise. C'est Sébastien Bovet. On personnalise beaucoup de choses dans notre société. Comme aujourd'hui, on vote pour la personne qui dirige le parti, on ne vote pas pour le parti, puis on vote encore moins pour la personne qui se présente pour le parti dans notre comté. Mais c'est un peu la même affaire dans l'information. On va chercher l'information auprès des gens que l'on considère comme étant crédibles, parce qu'ils ont une marque personnelle puis une marque institutionnelle qui appuie tout ça. Et ça peut être une bonne façon de s'imposer ou de s'inscrire rapidement dans la mémoire à court terme des gens, d'associer un nouveau joueur qui crée du contenu, puis de prendre de ce contenu-là, puis pas en faire du bruit parmi d'autres bruits, mais d'en faire du contenu qui est profitable, puis qui est positif, que la perception elle est positive, c'est la logique des influenceurs. Les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, en fait. C'est qu'ils ont réussi à créer une communauté. Ces gens-là les suivent parce qu'ils accordent de la crédibilité à ce qu'ils disent. Bien, au lieu de vendre du shampoing puis des pilules miracles, bien, on peut aussi prendre cette logique-là pour apporter de l'information qui est utile. Sans leur rentrer dans la tête avec une seringue, comme on disait tout à l'heure, on peut quand même leur présenter ça de façon intéressante. La signature est importante. C'est d'ailleurs, puis les gens dans la salle, si vous écoutez tous Choc FM régulièrement, je l'espère, c'est aussi la raison, la signature du bulletin est importante parce que malgré le peu de ressources qu'on a, c'est important pour nous que les gens sentent une crédibilité. Vous avez probablement remarqué qu'à Choc, on termine toujours nos bulletins en disant « c'était vos actualités en collaboration avec la presse canadienne ». C'est notre façon de dire à nos auditeurs, les nouvelles là, qu'on vous a données, là, ils ont une crédibilité, on est allé les chercher à quelque part. Mais il y a quand même un certain danger à institutionnaliser comme ça la marque, parce que je me rappelle d'une étude justement qui disait que les questions posées par les journalistes n'étaient pas du tout les questions que les gens ordinaires auraient posées. Il y a comme un danger, puis ça nuit à l'image aussi de journalisme. C'est pour ça que moi, j'aime aussi le journalisme plus citoyen qui nous ramène sur le plancher des vaches, parce que nous autres, on a tendance à se concentrer sur le politique, par exemple, à se concentrer sur la game de hockey qui se joue entre le PQ puis la CAQ, tu vois, c'est ça. Alors que les gens, c'est peut-être pas ça qui les intéresse. Fait qu'il faut être sensible à ça aussi. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait une place des citoyens dans la source d'information, pas juste une corporation de journalistes avec ses propres intérêts. J'ai un peu cette difficulté-là, moi.